Salut à tous les rêveurs et les créateurs. Vous n'avez pas abandonné l'art. On vous a juste appris à le mettre sur pause. Ce podcast est là pour vous aider à désobéir et à appuyer sur play. Bienvenue dans les clés de la créativité. Un espace pour celles et ceux qui pensent que créer, c'est s'exprimer, respirer, exister. Un vendredi sur deux, vous entendrez la voix d'un artiste, d'une créatrice ou d'un agitateur culturel. On parle d'inspiration, de doute, de parcours, de tout ce qui rend la création vivante et essentielle. Envie de nous suivre aussi entre les épisodes? Direction Instagram, TikTok ou LinkedIn, les clés de la créativité tout simplement. Ici, on ne vous demande pas d'être parfait, juste d'être vous-même. L'épisode commence. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Benoît Béal. Benoît est un designer et photographe autodidacte que j'ai rencontré sur LinkedIn et avec qui j'ai un peu échangé. Il m'a donné envie de l'interviewer et vous pourrez constater en l'écoutant que ça valait vraiment le coup. Merci beaucoup Benoît pour cette interview. Je m'en rappelle encore très très bien. Bonne écoute à tous. Bonjour Benoît et bienvenue dans les clés de la créativité. Merci beaucoup d'être là. Oui, bonjour Thomas. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est très gentil d'avoir pensé à moi. Et bon, écoute, ça avec le soleil, c'est super sympa en fait en plus. Ouais, ça me fait très plaisir. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant que designer et photographe autodidacte? Alors oui, donc moi je viens du monde technique déjà à la base, cursus technique depuis très petit, j'ai envie de dire depuis la quatrième. Et depuis, je vais dire 2010, en fait, j'ai commencé à franchir le pas pour devenir designer, autodidacte, toujours pareil, donc justement pour faire des projets qui me semblaient utiles de le faire, quoi. Et donc pour la photographie, c'est un peu le même style, en fait, c'est que effectivement j'ai toujours un appareil dans les mains depuis que je suis petit, comme mon père d'ailleurs. Et ce qui fait que justement j'ai pu relier un petit peu le design et la photographie, et ainsi que l'art d'ailleurs. Voilà. Mhm. Parce que c'est pas commun de se lancer dans ces domaines sans suivre une formation traditionnelle. Qu'est-ce qui t'a poussé dans ce domaine-là? Voilà, effectivement, c'était pas simple du tout. Alors, j'avais toujours un peu la conviction d'avoir, du jour, d'aimer le design et le dessin aussi. Et depuis tout petit, j'avais aimé le dessin. Et donc, à l'école, disons, j'étais pas très bon, je veux dire, mais j'étais bien dans le dessin. J'aimais bien la technique aussi. Et puis finalement, en troisième, je crois qu'il fallait choisir, donc, ou même en quatrième. Et du coup, je suis parti dans le technique. Et c'est vrai que la technicité m'a apporté une certaine rigueur dans tous ces projets, dans toute ma vie en fait. Et ce qui m'a permis d'après, justement, d'avoir une occasion justement de pouvoir faire un commerce, qui est le commerce de ma femme d'ailleurs, en 2010, pour faire une rénovation du son restaurant en fait, de A à Z en fait. Et donc du coup, il faut avoir un statut parce qu'il y avait aussi, par rapport à la cité du design de Saint-Étienne, un plan où justement on pouvait faire avec les travaux et un designer justement pour faire ces travaux. Et c'était super intéressant parce que j'ai pu faire ça justement, et je me suis lancé là-dedans comme ça en fait, vraiment par une occasion. Enfin, j'avais déjà fait des choses auparavant avec des particuliers pour des aménagements à l'intérieur, pas mal de petites choses comme ça. Et puis finalement, ça s'est bien fait, quoi. Alors, il y a eu quand même une période où quand j'étais salarié, j'ai pu faire un bilan de compétences qui m'a quand même dirigé sur deux voies en fait, soit d'une école d'ingénieur sur 3 ans, qui était un peu long avec le travail que j'ai à l'époque, et ou justement designer. Donc du coup, j'ai pris le designer, et au CNAM de Saint-Étienne, ils proposaient un bachelor justement de design, et que j'ai commencé à faire j'ai pas fait beaucoup, hein, j'ai fait 80 heures sur 400. Mais franchement, j'ai eu des profs qui étaient justement dans le monde du design déjà, qui étaient donc des professionnels. Donc ça a été pour moi un déclic, et c'était comment on appelle ça, ça m'a validé tout de suite ce que je voulais faire en fait, ça c'était sûr. Donc malheureusement, j'ai pas pu faire les autres heures, mais en tout cas, j'ai pu partir de mes ailes, de moi-même en fait. Ok, c'est très intéressant. Parce que quand tu as parlé du CNAM, je me suis dit, mais finalement, il a une formation académique. Mais non, effectivement, 80 heures sur Oui. 400, ça fait quand même 20% de la formation. Et en général, le démarrage de la formation, c'est la partie où on s'occupe de l'ouverture d'esprit. Avant de rentrer dans Voilà. la partie dessin et la partie technique. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai que, en plus 400 heures, c'est vraiment une approche, parce que généralement, ce sont pour des salariés qui veulent avoir une approche du design dans leur métier. Comme j'ai vu qu'il y avait un gars qui était de Butagan ou Antargaz, je sais plus, qui voulait avoir une approche sur le design. Donc, c'était quelqu'un du bureau d'études. Donc, c'était des gens pour ça.
Et on n'est pas vraiment, je suppose qu'on n'est pas vraiment designer parce que c'est Étienne avec l'école de la Cité du Design et des Beaux-Arts, c'est un bac plus 5 si vous voulez. Donc effectivement, voilà, c'est quand même, c'est un métier quand même qui était très très poussé. Hein, donc effectivement, donc moi je suis quand même parti de moi-même et l'avantage d'être autodidacte, c'est que j'ai pu avoir une certaine aisance sur mes projets en fait et une certaine enfin de façon pas académique hein, d'ailleurs, mais j'ai travaillé avec un apprentissage complètement en autonomie, et ce qui m'a permis de partir là-dessus, quoi. Ça rend les choses vraiment intéressantes. On va passer sur cette partie non académique, mais moi ça m'intéresse cette partie-là quand même. Tes sources d'inspiration principales aujourd'hui en tant que designer et photographe, c'est quoi et pourquoi ? Alors, c'est quoi? Ben, c'est très très vague, hein, parce qu'effectivement, bon, dans la photographie, bon, il y a de grands photographes, hein, comme Cartier-Bresson, il y en a tellement. Les designers comme Stark, donc ça, c'est vrai que ça influence aussi, quand on est tout petit, de voir ces gens, ces personnes, ces grandes personnalités, ça marque un peu. Donc finalement, quand on a aussi un appareil dans les mains, bon, on se sent pas un peu comme il s'appelle, de pardon, mais c'est vrai que on a envie de partir là-dessus. Mes inspirations, bon, bah, c'est la nature, effectivement, quand on marche dans la forêt, c'est beaucoup de choses en fait. Donc déjà, je suis très curieux de nature. J'ai aussi une partie un peu hypersensible. Donc les hypersensibles, ils emmagasinent beaucoup d'informations de l'environnement où ils sont justement, qui fait que ben ça demande beaucoup d'énergie pour analyser toutes ces informations. Donc c'est aussi, quand on est curieux et tout ça en fait en même temps, ben, c'est très enrichissant, mais bon voilà, c'est aussi très particulier, c'est très fatigant aussi, je vais vous dire. Voilà. Ok. Effectivement, les sources d'inspiration... Alors, je trouve pas que l'inspiration à titre personnel soit fatigante, mais parfois, effectivement, comme tu dis, quand on est hypersensible, on est une éponge à émotions et on absorbe beaucoup de choses, et ça, c'est un peu difficile. Comment est-ce que tu définirais ton style créatif ? Alors mon style créatif, on va dire, je suis plutôt engagé. J'aime bien jouer sur les contrastes. Alors je ne sais pas si c'est un style, mais j'aime bien les contrastes de couleurs, les contrastes de style. Voilà, il y a beaucoup de choses que je joue là-dessus, que ce soit aussi bien dans les photos que dans le design. Mais aussi, bon voilà, très contemporain aussi, hein, ça c'est sûr, parce que j'aime le futur. Enfin, j'aime apporter des choses nouvelles qui sont pas vues. Alors c'est vrai qu'aussi quand j'étais enfant, les comics américains, voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient complètement d'une fiction, mais qui étaient aussi très futuristes. Donc c'est très inspirant pour moi, surtout qu'à l'époque il n'y avait pas Internet. Donc je me focalisais beaucoup sur ces comics, donc je dessinais beaucoup ce que je voyais. Et donc c'est vrai que mon style, il s'est un peu fait là-dessus, quoi, je pense. D'accord. C'est quelque chose qui est assez particulier, parce que tu me parles de balade en forêt et à côté tu me parles de comics. On est vraiment... Ouais. Vas-y. Ouais, c'est très très varié. Voilà, on peut pas dire que ce soit vraiment. Alors, en plus, bon, moi, je suis né en 74, donc 50 ans cette année, et j'ai pas eu d'internet à l'époque, mais du coup, tout ce qu'on avait sous la main, c'était une source d'inspiration. Et donc, mon père mes parents, ils achetaient une chaîne hi-fi. Bon, ben voilà, elle était démontée. Enfin, ils démontaient du carton, pardon. Et moi, ce que j'aimais, c'est voilà, de regarder les boutons, la boutonnerie. Donc, je commençais à dessiner tout ça. Ça m'inspirait beaucoup, et en plus à l'époque on commençait à avoir des ordinateurs comme les Amstrad, des Atari, donc là c'était l'explosion de tout faire soi-même, parce qu'à l'époque il n'y avait absolument rien, tout n'était pas automatisé, donc il fallait faire ses programmes. Donc voilà, je veux dire, je pars dans un autre délire, mais là c'était pareil, sur les Amstrad et les ordinateurs je commençais à beaucoup créer là-dessus aussi, donc finalement les sources viennent de mes outils, de ce que je voyais tous les jours en fait, hein. Amstrad PC 1512 avec 4000 couleurs, je me rappelle des pubs quand j'étais gamin, c'était un truc de fou. Et aujourd'hui, on est très loin. C'était exceptionnel, parce qu'avec 256 couleurs, on devait faire une panel de dégradés, donc il faut vraiment se creuser la tête pour trouver les meilleures couleurs, pour faire bouger tout ça, et c'était très long et très chronophage surtout. Tu m'étonnes, et puis l'ordinateur avançait doucement et on avait l'impression qu'il était extrêmement rapide. En plus, oui. J'ai vu passer récemment sur LinkedIn une série d'objets que tu as créés qui servent à porter les téléphones ou les lunettes. Alors, cet objet m'a intrigué et je voudrais justement me servir de ça pour que tu me décrives ton processus créatif de l'idée à la réalisation, parce que l'objet existe. Un truc vachement intéressant quand on est designer, c'est que les choses qu'on dessine et qu'on imagine deviennent réelles. Alors explique-moi ça.
Voilà, comme France Bleu est venu chez moi pour expliquer le processus de création, ce qui est un peu assez bien parce que c'est une suite. Et ils m'ont expliqué comment tu fais pour créer des objets qui deviennent comme ça. Du coup, typiquement, là, j'ai expliqué le cas du Covid en 2020. On était en visioconférence avec mes clients et je posais mon téléphone un peu n'importe comment sur des supports qui bougeaient tout dans les sens et ça ne plaisait pas en fait. Donc, du coup, voilà, je me dis, il y a quelque chose à travailler. Donc, déjà, il y a un point de départ. Donc, que ce soit mes clients qui demandent des projets ou que ce soit moi-même qui trouve une idée, voilà, le point de départ, c'est il y a un problème, il faut trouver comment résoudre ce problème. Donc, déjà, la première des choses, c'est la stabilité. Donc, c'est pour ça que je suis parti sur des supports d'iPhone qui sont en béton. Alors, c'est vrai que c'est pas très écologique pour l'instant, mais c'est une solution comme une autre. Et après, je voulais quelque chose d'architectural, je voulais quelque chose un petit peu, pas forcément artisanal, mais quelque chose qui soit un objet d'art, en fait, qui soit posé sur un bureau, parce qu'un bureau, c'est quand même une chose importante. Surtout que là, mon bureau, c'est moi-même qui l'ai fait en bois et en métal. Donc, je me dis, pourquoi pas aussi un support d'iPhone qui soit à l'image de tout ça. Et je me suis dit qu'il y a tellement de possibilités maintenant en côté création 3D. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté aussi une imprimante 3D en résine et qui permet de modéliser tous ces supports qui viennent de mes idées. Donc, forcément, il y a des contraintes. Le design, c'est ça. Il y a aussi des contraintes. Donc, les contraintes, il faut une inclinaison pour que le téléphone il soit un petit peu porté à la vue de tout le monde, enfin de l'utilisateur, qu'il soit posé sur un support pour pas qu'il tombe, et puis il faut qu'il y ait une ouverture pour le chargement du chargeur, tout simplement. Et donc voilà, donc il y a plein de petites contraintes, et puis maintenant les contraintes que j'ai, c'est que l'impression 3D, c'est pas aussi simple que ça, c'est que les pièces, on peut les réaliser comme on veut, mais après, si on veut faire des moules pour qu'on puisse couler des matières dedans, il y a d'autres contraintes qui viennent, des contraintes de matière, de retrait, de la matière, voilà, il y a plein de choses. Mais voilà, l'idée, c'est, j'ai gribouillé sur une table des petits dessins, et après, j'ai commencé à modéliser tout ça avec mon logiciel de 3D, quoi, en fait, tout simplement. C'est Autodesk de Fusion, et qui, après, me permet d'avoir une forme 3D que je puisse, après, tout simplement faire imprimer, et que je puisse, après, réaliser mes pièces. Donc, tu pars d'une idée d'origine, un produit qui manque, un objet qui manque, quelque chose qui peut être intelligent à mettre en place. Ensuite, tu fais les croquis et finalement, tu modélises et tu imprimes en 3D. Donc tes projets, là, ils sont pas réalisés en impression 3D pure, si ? Alors non, ceux que tu vois sur la photo, il y en a qui sont en résine claire, transparente, parce que là, c'est un produit qui est transparent. Il y en a qui sont avec en béton, et il y en a qui sont en plâtre, il y en a qui sont en céramique que j'ai fait réaliser par mon épouse, voilà, qui est un peu céramiste. Et du coup, aussi, j'ai du liège. Voilà, il y a plein de matières. C'est pour ça, l'avantage du design, c'est qu'on peut évoquer beaucoup de matières. Moi, ce que j'aime, c'est le côté matière. Et quelque chose de très original. L'originalité, c'est ce qui fait aussi la particularité de ces produits. Et surtout, il y a une... Alors après, voilà, moi, mon problème que j'ai, c'est que, comme beaucoup de designers, on crée beaucoup de choses, mais pour la mise en place, la commercialisation, après le prototypage, il faut aussi la partie industrialisation. Donc, c'est quand même une autre phase qui est un peu plus complexe, surtout pour moi. Et après, voilà, c'est soit je commence à m'investir dans ce domaine-là et qu'il faut que je fasse des pièces qui soient bien uniformes, bien propres et tout ça, ou je commence à avoir une entreprise qui me réalise pour moi, tout simplement, et qui me les édite. Oui, effectivement, c'est un point qui sera important, c'est d'avoir un partenaire à ce niveau-là sur des projets qui sont, on va dire, rentables, tout simplement. Bien sûr, fiable, tout à fait, oui. Oui, la fiabilité, la rentabilité viendra de la fiabilité. Parce que si tu as un produit qui est vachement beau, mais qui dure 2 semaines, il y aura ça. Okay. Non, c'est sûr. Alors, quand je parlais plutôt de viabilité, voilà, économique, parce que la fiabilité, c'est vrai que c'est aussi un sujet, parce que bon, le béton, c'est intéressant, ça va durer dans le temps. Après, je dis pas, mais après, voilà, il y a des arêtes qui peuvent se casser. Mais voilà, après, c'est des petits détails, mais bon, grosso modo. Voilà, c'est des choses qui sont à prendre en compte, dans tous les sens du terme. Ok. Est-ce que... Donc là, on a vu que tu utilisais des outils ou des techniques spécifiques pour la construction, mais pour stimuler la créativité, est-ce qu'il y a des éléments particuliers quand tu réfléchis, que tu as une routine ou quelque chose que tu as, on va dire, l'habitude de faire ? Ouais, alors déjà, avant de le dessiner sur un papier, ce que je fais, c'est que quand je marche beaucoup, quand je me déplace, quel que soit l'endroit où je sois, en fait, quand j'ai un peu l'esprit un peu tranquille, c'est là que je vais commencer à créer dans ma tête. Je commence à visualiser en 3D, c'est exactement entre le papier et le logiciel de 3D, c'est pareil, dans ma tête, c'est exactement la même chose. Enfin, je visualise tout ça dans ma tête,
Après le papier, je le fais parce que vraiment quand j'ai du temps et que je suis tranquille avec un café ou un apéro ou n'importe, je peux éventuellement faire un gribouillis sur mon papier, mais vraiment pour me rassurer. Mais sinon après, ça part directement sur la 3D et je sais que c'est là où je vais faire 90% de mon travail en fait. Ok. Fusion, c'est un super logiciel en plus parce que il y a pas mal de fonctionnalités qui sont orientées impression 3D maintenant. Oui. C'était pas ça il y a quelques années, mais maintenant ils ont vraiment orienté ça là-dessus et Mm. ça aide vraiment à passer. Alors, on rentre pas dans ces trucs-là, mais ça me passionne, donc peut-être on en parlera tout à l'heure en off parce que. Ouais, c'est Euh, sûr. alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des moments de doute ou des moments de blocage créatif et que tu sois obligé de passer par-dessus? Par exemple, sur une commande où tu te dis « Ah mince, comment je vais faire ça ?» et ça bloque, ou la page blanche. T'as déjà eu des choses comme ça? Alors oui, mon tout premier projet, c'était de refaire la partie design d'un institut de beauté. Donc l'architecte avait tout fait et moi je devais faire la partie habillage. Donc comme enfin, la membre de la famille de ma cliente était dans le milieu justement du flocking, tu sais, de tout ce qui est Mhm. d'impression là-dessus. Et donc j'ai fait cette partie créative et là je suis parti d'une feuille blanche. Alors ça c'était très compliqué parce que bon, c'était mon premier travail où je devais justement faire quelque chose d'appliquer mon travail du coup. Mais alors j'ai eu, bon, il y a quand même le thème de la beauté, bon, il y a quand même des choses qui sont quand même bien écrites. Alors, ce que j'ai utilisé, c'était une carte heuristique, c'est ça. En fait, c'est le map mapping que j'ai déjà utilisé, c'est d'écrire ben, toute la partie, toutes mes problématiques, enfin, mon projet qui est sur un papier. Et après, je vais développer chaque ligne petit à petit avec les idées qui viennent au fur et à mesure et qui arrivent après, ben, justement, à des choses concrètes qui vont être appliquées. Voilà. Je ne sais pas si tu connais, t'en as lu parler de ça, mais bon, c'est quelque chose que j'ai utilisé au début, que j'utilise beaucoup moins maintenant. Mais parfois, pour des questions un peu voilà, techniques aussi, ben, j'arrive aussi à écrire tout ça, parce que parfois, en écrivant les choses, ben, elles viennent aussi toutes seules, hein, elles viennent un petit peu d'elles-mêmes. Alors, ça vient plutôt de soi-même que tout seul, en effet. Ma question, c'était comment est-ce que tu gères les moments de doute ou de blocage créatif? Pas comment tu pars d'une page blanche, enfin, pas comment tu pars d'une feuille blanche, pardon, mais comment tu gères le syndrome de la Ouais, page blanche. ouais, C'est pas ouais, la ouais, même c'est vrai. chose. Alors, il y a aussi la page blanche, mais aussi par moment, ben, quand je commence un projet, ben, parfois je suis bloqué, j'arrive plus à avancer. Donc là, ce que je fais, c'est que bon, j'ai réussi à trouver cette solution-là. Ben, c'est qu'en fait, je pose tout comme c'est. Je pose tout à plat sur la table, je ferme tout, je pars, je fais autre chose, je reviens une semaine plus tard ou quelques jours, enfin une heure, quel que soit le temps, mais il faut vraiment que je change d'air. Ou une sieste, voilà, une nuit peut passer, et généralement le lendemain, en fait, comme par hasard, les idées, elles surviennent, mais toutes seules, en fait, sans qu'on les demande, et ça, c'est génial, je trouve. Voilà, c'est la solution, c'est la pause, il faut couper vraiment de A à Z, quoi. Une pause ou un pas de côté, comme disait Juliette dernièrement. Ouais, c'est vrai que souvent ça aide de se décrocher, de laisser un petit peu le truc reposer et en fait le cerveau, quand on a marre de tourner, de mouliner dans le vide, d'un seul coup réenclenche et permet d'avancer. Exactement, ouais. Mhm. Alors, maintenant, je voudrais, puisqu'on a parlé pas mal et que c'est le thème principal du podcast, hein, autour de la créativité, voilà, on a beaucoup donc discuté autour de la créativité, du blocage créatif, de stimuler sa créativité. Selon toi, c'est quoi la créativité? Qu'est-ce qui la met en place et comment elle s'organise? Alors moi je pense, alors ma définition à moi, ce serait un travail intellectuel qui fait appel à la mémoire, à l'expérience et à la pensée. Et cette pensée et cette mémoire et cette expérience, ben forcément, depuis qu'on est tout petit, suivant qu'on est curieux ou pas hein, d'ailleurs, et qui permet après de développer justement des idées qu'on peut accoucher sur une page. Donc alors c'est vrai que c'est surtout la capacité à faire le lien entre toutes ces différentes expériences qui permet justement de fusionner toutes ces idées et qui viennent petit à petit pour un projet, quoi, donc sur cette feuille en fait en question. Ok. Ça permet de synthétiser justement voilà, tout ça. En fait. Pour moi, c'est un D'accord. travail intellectuel forcément depuis le départ. Donc, si je résume ce que tu dis, c'est que la créativité, c'est en fait l'expression d'une somme d'expériences et d'accumulation d'expériences. Voilà, c'est ça, ouais. Du ressenti émotionnel qu'on a eu. Enfin, il n'y a pas vraiment qu'une expérience, hein, c'est aussi le ressenti ben, voilà, donc, visuel, auditif. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu là-dessus. Et qui, suivant la richesse de notre vie qu'on a eue, justement, et ça permet de. Et ça vient de là, en fait, hein, c'est la richesse qu'on a vécue. Hein.
Alors, comme moi, je suis autodidacte, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je te dis, c'est que bah, justement, voilà, j'ai acquis plein de choses, j'ai fait plein d'expériences, j'ai fait visiter des musées, j'ai fait plein de choses, donc je me suis intéressé à pas mal de choses, à l'ouverture, sur les autres, en fait, avec les voyages. Donc tout ça fait que ça crée une sorte de données, en fait. Et ces données, en fait, après, ben, c'est comme un disque dur, on vient les exploiter, on vient les exploiter, puis après, pour les synthétiser, justement, pour un projet. Ok, j'aime beaucoup cette définition-là. Est-ce que tu penses que c'est une qualité innée ou c'est quelque chose qu'on peut développer? Alors déjà, développer, ça c'est sûr, hein, quelle que soit la personne, elle peut développer ça de 7 à 77 ans. C'est un exercice qu'on peut faire. D'ailleurs, je vais donner un petit exercice à faire. Et puis après l'inné, je pense qu'après, oui, quand on est curieux de naissance, bon, tout le monde est un peu curieux, mais il y a des choses qui n'a... Enfin, moi, je suis curieux sur certaines choses. Les choses que je n'aime pas, forcément, ben, je ne veux pas m'intéresser. Voilà, par exemple, le foot, j'aime bien Saint-Étienne, mais dans le SS, mais ça va rester là, donc je ne suis pas non plus passionné. Bien que je m'occupe aussi des paris sportifs, voilà, tu vois, je veux dire, on peut être curieux, mais sur les choses qu'on aime. Donc après, il faut aimer beaucoup de choses, en fait, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc l'exercice que je parle, moi, c'est un exercice que j'ai trouvé en fait pour apprendre à dessiner. C'est en fait quand on prend un objet. Alors moi, c'est souvent ça quand j'étais enfant, quand j'allais dans des endroits où je m'ennuyais beaucoup. Je regardais les choses, je suis très curieux, donc je regardais les gens parler, je regardais, par exemple, dans un bal, j'écoutais la musique, j'écoutais ça, je regardais tout, en fait, hein, et en fait, j'analyse tout ça. Et donc, ce que je faisais, c'est que je prenais un objet, par exemple, un vase. Bah, ce vase, en fait, je ne le considère pas comme un vase, en fait. Tu vois, je fais abstraction du vase, de la fonction vase, et du coup, je regarde sa forme, je regarde ses couleurs, je regarde ses textures, je regarde les ombres, et je regarde plein de choses. Et en fait, du coup, je vois plus le vase comme un vase, mais je le vois comme un objet, et du coup, ça permet de voir d'autres choses. Et pour apprendre à dessiner, c'est exactement pareil. Donc, pour développer cette créativité-là, quand on dessine un visage, on dessine une oreille. Si on pense oreille, on va dessiner une oreille, mais comme nous, on l'a déjà vu dans le passé, enfin, comme on l'a vu dans notre conscience, en fait. Hein. Alors que si on se dit que c'est pas une oreille, on va dessiner justement ce qu'on voit, en fait. Et du coup, ce qui permet d'être plus représentatif, justement, de ce qu'on va faire. Alors, c'est des choses qu'on peut faire pour des objets, mais moi, pendant les balles, justement, moi, je prenais une musique que j'aimais bien, et puis j'ai fait une dissection carrément de chaque piste de musique, et justement, j'analyse les rythmes, j'analyse le style, tout ça. Et ben, c'est un exercice, en fait, qui permet justement pas de s'ennuyer pendant les endroits où on s'ennuie, justement, d'avoir une activité créative, d'écoute, d'immersion, et voilà, je trouve ça très intéressant. C'est un exercice que tout le monde peut faire n'importe quand, n'importe qui. Et voilà, donc c'est des choses qui sont très intéressantes. Ça me fait penser quand j'étais enfant, justement, bon, on allait beaucoup en Haute-Loire avec mes parents pour voir mon grand-père, parce que ma grand-mère était décédée, donc on y allait souvent, et c'est vrai que les week-ends, c'était un peu, voilà, c'était long, parce qu'on devait y aller souvent. Et comme c'était l'Haute-Loire, si tu veux, c'est un petit peu la campagne, voilà, c'était un peu triste l'hiver. Et donc forcément, il fallait trouver des choses à faire sous la main. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y avait rien à l'époque. Donc du coup, je dessinais beaucoup. Et donc voilà, je faisais des exercices comme ça d'observation de mon entourage. Et puis je décrivais. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. On ne s'ennuie pas en fait. Donc c'est un exercice, voilà, on s'approprie des choses en fait. Ok. Voilà. J'entends bien et je t'ai pas interrompu parce qu'en fait je trouve que la piste de réflexion est très intéressante du fait de détourner les choses. D'ailleurs c'est typiquement un travail de designer, de détourner les choses de leur existence ou d'utiliser quelque chose d'existant et de détourner sa fonction pour en faire autre chose. Donc ouais. Probablement que depuis longtemps tu avais déjà ça en toi. Ok, quel conseil tu pourrais donner ? Tu viens de donner un conseil en fait, dessine et détourne les choses de leur fonction. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner pour quelqu'un qui voudrait soit devenir designer, soit explorer simplement cette fibre créative ? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu, et vraiment il faut s'ouvrir au monde, hein, il faut vraiment sortir de chez soi, il faut visiter les musées, pardon. Nous, à Saint-Étienne, on a le musée d'art moderne comme partout, hein, il y en a beaucoup, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Et surtout, je conseille à ceux qui sont un peu réticents d'y aller avec un guide qui vous explique vraiment tout ce que vous voyez, parce que sinon vous allez être très très déçus hein, de voir de l'art contemporain. Si vous ne comprenez pas, vous allez être très déçus et c'est même très frustrant. Enfin voilà, je trouve ça... Donc si on vous explique ce que c'est, et vous allez tout de suite comprendre l'idée de l'artiste, et là, du coup, ça a un sens beaucoup plus intéressant, ça pourra un sens politique et tout. Après, nous, je sais qu'on a aussi la Biennale de design tous les 2 ans, donc là, c'est un autre domaine, mais c'est encore très très intéressant. Pareil, il faut prendre aussi un guide.
Après, il y a le musée d'art de l'industrie, mais sinon, voilà, après, il faut aller à l'opéra. Il y a beaucoup de choses à aller voir, ou même un bon livre, hein, je veux dire, un bon livre qui vous fait voyager, déjà, ça fait développer la créativité. Et puis surtout, créer son petit réseau, voilà. Moi, je sais qu'après, je connais des artistes, des designers, donc chacun a son propre style. Il n'y a pas vraiment de concurrence dans ce métier-là, parce que l'avantage, c'est que chacun a son style, a son domaine, et du coup, voilà, c'est intéressant de pouvoir partager et d'apprendre des choses, en fait. Et donc, du coup, je rencontre de personnes. Alors, il faut éviter aussi toujours d'être sectorisé dans un domaine particulier, peut-être aussi voir d'autres domaines. Moi, je dis pas, on peut aussi développer la spiritualité, je ne parle pas religieuse, mais aussi la spiritualité en soi. Donc, il y a le développement personnel, il y a plein de choses aussi qui permettent de développer la créativité. Il y a la méditation. Enfin, ouais, il y a plein de domaines, en fait, sur lesquels il faut jouer là-dessus. Et c'est vrai, pour savoir, quand on est très jeune, sur quoi il faut partir, c'est difficile de savoir tant qu'on n'a pas rencontré ces personnes ou vécu ces expériences-là, ou même les comprendre, hein, parce que quand on est enfant, on ne comprend pas tout. On ne comprend pas pourquoi les parents ils font des stages de méditation, par exemple. Voilà, donc, c'est vrai que à cet âge-là, c'est pas facile, mais voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut jouer. Comment est-ce que la créativité peut être bénéfique dans la vie quotidienne ? Déjà, comme j'ai envie de dire, comme c'est un petit travail pas tous les jours, mais c'est un petit travail d'observation, tout ça. En fait, c'est un état d'esprit qu'on peut développer justement et qui va être bénéfique tous les jours. On va avoir un esprit d'ouverture forcément, et puis c'est une construction mentale qu'on se crée en fait. Donc, quand on s'ouvre déjà aux autres, par rapport à d'autres cultures, pour comprendre comment ils fonctionnent, quel que soit, parce que moi, voilà, quand je suis designer, qu'on me propose, je sais pas moi. Qu'on me propose dans un travail un design produit pour leur tendancy, par exemple, je connais pas ce monde-là, je veux m'imprégner de ce monde-là pour comprendre comment il fonctionne. Sinon, je peux pas dessiner, je peux pas designer un produit. Donc, c'est pareil pour tous l'esprit d'ouverture, pour les cultures, pour ce qui nous entoure, enfin tout, quoi. Hein, voilà. Donc, c'est une construction mentale qu'il faut avoir. Et donc, forcément, il faut avoir, ça développe une certaine empathie aussi, et puis voilà, je pense que c'est très intéressant hein, pour n'importe qui. Je comprends bien. Du coup, tu penses vraiment que la créativité joue un rôle important dans la société aujourd'hui, ou le rôle est négligé et mériterait qu'on avance plus loin et plus vite ? Alors déjà, je pense avec les réseaux sociaux actuellement comme TikTok ou tous ceux qui font alors je parle de la créativité, mais bon, c'est des montages vidéo, mais je vois qu'il y a des gens qui sont qui poussent très très loin la créativité justement pour attirer plus d'audience. J'ai envie de dire, c'est un peu le but, mais quelque part ils font des choses très très correctes. Et je trouve ça joue un rôle quelque part finalement. Les gens, ils ont trouvé un domaine qui leur plaît, ils ont essayé d'être hyper créatifs pour pouvoir, dans tous les sens du terme, hein, aussi bien dans le montage que de proposer des contenus intéressants, la façon de s'exprimer. Donc je trouve que c'est des très bons outils aussi. Hein. Bon, après, il y a des côtés qui sont pas du tout cool. Hein. Je pense aussi à la copie, ceux qui utilisent des vidéos des autres, tout ça. Voilà, moi, c'est des choses qui me gênent un peu parce que finalement, c'est pas un peu je gênant. trouve qu'il y a pour c'est surtout très gênant parce que les jeunes, on leur inculque la liberté de dire tiens, tu peux prendre n'importe quelle vidéo ou n'importe qui, si tu cites pas, il va rien t'arriver en fait. Donc ils savent même pas qu'il faut citer les gens. Surtout dans la photo, je trouve ça très 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 c'est exactement pareil. C'est les personnes qui utilisent vos photos sur des sites internet, ils mettent pas votre nom, ils vous demandent même pas. En fait, voilà, ça m'a déjà arrivé ça. Donc voilà. Donc ça, moi je ne demande pas de l'argent en même temps, mais bon, mettez au moins mon copyright quoi. Ça serait le minimum quoi. Donc c'est un peu ce monde-là que je trouve qu'il va un peu partir. Pas dans le bon sens parce que j'ai l'impression que personne ne met les règles, donc surtout pas du tout règles en ce sens-là, et je trouve ça un peu dommage quoi. Alors, en fait, les règles existent. Pas casser l'ambiance, mais non, ça casse pas l'ambiance, ça fait partie de choses qui sont très importantes. Les règles existent. Le copyright, ça a une valeur, et la manière de gérer ça a une valeur. Il y a des réglementations qui sont spécifiques à ça. Sauf que la manière de les faire appliquer est extrêmement compliquée. Parce qu'effectivement, si chaque photographe qui se voit violer son copyright déposait plainte et obtenait gain de cause, les gens arrêteraient et mettraient très vite le copyright de la personne qui a fait la photo, parce que si tu prends une amende à 5 chiffres à chaque fois que tu voles le contenu d'un artiste, tu vas vite t'arrêter. Évidemment, on n'en est pas là, et on va dire que l'État préfère faire la chasse aux fraudeurs, préfère faire la chasse... voilà, on va pas rentrer dans des considérations de type politique. Disons que c'est pas dans les priorités de l'État que de faire des exemples autour de la propriété intellectuelle. Non, c'est sûr, ouais. C'est sûr.
Oui, je pense qu'ils sont un peu débordés aussi par les nouvelles technologies et je pense ils sont toujours un petit peu en retard là-dessus. Donc forcément, avant de mettre en place des choses comme ça, voilà, c'est un peu compliqué. On est bien d'accord. Justement, puisqu'on parle de technologie, comment installes-tu, quelle est la place de la technologie dans ton travail de photographe et de designer? Alors donc voilà, effectivement, moi j'ai des outils, il faut qu'ils soient performants mais pas trop coûteux, il faut qu'ils soient voilà, donc moi mes outils, ben, c'est un ordinateur, j'ai un ordinateur portable et un ordinateur fixe et du coup j'ai aussi une imprimante 3D et un appareil photo que j'ai aussi fait d'acquisition pour tout ça et effectivement c'est une place importante. Hein. Je peux faire des choses quand même sur un morceau de papier ou à la main, hein. Je peux faire des choses physiques à la main. Mais après, c'est très vite limité, surtout quand on va faire des séries ou quand on fait des choses au niveau industriel, quoi, surtout ça. Ouais. Mhm. Ok. Alors, est-ce que... Bon, je suis un grand adepte des logiciels libres. Oui, je sais bien ça. C'est très c'est bien ça. effectivement, c'est à titre personnel, je n'aime pas l'idée de payer pour quelque chose que... alors, je ne sais pas comment exprimer ça clairement. L'idée de payer pour utiliser un logiciel et de payer une licence ne me dérange pas en soi. En revanche, il existe des gens qui dépensent de l'énergie pour créer des solutions logicielles qu'ils distribuent gratuitement et qui sont des concurrents extrêmement sérieux à des solutions payantes. Ma question est, quel est l'intérêt de la solution payante quand j'ai une solution gratuite équivalente? Je vais te donner un exemple. J'utilise une suite donc graphique libre. J'utilise une suite bureautique libre. Le logiciel sur lequel j'enregistre ce podcast est libre et gratuit. Voilà, on peut aller très très loin chercher. Alors évidemment, j'utilise Windows qui n'est pas libre et gratuit. J'utilise Linux dans certains cas, pas là. Et depuis un certain temps, alors je vais corriger, j'utilisais Linux. De ton côté, quelle est ta position par rapport à ça? Et après, on reviendra sur la créativité. Oui, c'est vrai que moi j'utilise par exemple, alors j'ai pratiquement, alors comment j'ai, pardon, on va reprendre depuis le début. Depuis que je suis autodidacte, je vois bien que les étudiants, eux, par contre, ils ont des licences étudiants justement quand ils sortent des écoles et qui permettent de développer sur des logiciels qui sont payants, qui sont de très bons logiciels, hein, je ne vais pas les citer, et que comme moi, finalement, je suis parti autodidacte, j'ai aucune licence, donc effectivement, je suis parti sur des solutions gratuites pour une raison de coût. Et puis bon, après, je trouve que ça me va très bien pour ce que j'ai à faire de la vie de tous les jours. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième des choses, effectivement, la gratuité est intéressante parce que là, c'est un open source. Donc, c'est-à-dire que, on va dire, n'importe qui peut développer des améliorations ou des plugins, tout ça. Après, justement, c'est peut-être gratuit, certes, mais il y a quand même des petites options parfois qui sont payantes et que moi, j'utilise en payant. Et que je trouve ça très intéressant. Justement, la base est gratuite, mais il y a des options payantes. Ça, je trouve ça très bien. Ça permet de se faire la main et justement de pouvoir voir les options que j'aurais besoin éventuellement, quoi. Oui, alors évidemment, il y a rien contre le fait de payer des fonctions utiles. Et là, on est parfaitement raccord là-dessus. Moi, je suis disposé à payer certaines choses parce que j'estime que ça me fait gagner du temps, donc ça me fait gagner de l'argent. Mais effectivement, certaines fonctionnalités méritent d'être payantes. Des gars se sont fait suer à les développer pour arriver à ça, et pourquoi pas. Mais les bases, pour moi, bref, c'est un autre débat, mais j'avais envie d'en parler. Voilà. Donc, les avantages et les inconvénients, à ton niveau, de l'utilisation de la technologie. Alors, on a compris pour créer des séries, par exemple, que c'est très intéressant. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, les avantages, la technologie, ça. Alors, le problème des avantages de la technologie, c'est que tout évolue, en fait, et le problème, c'est l'obsolescence, c'est l'appareil qui devient obsolète, justement, parce qu'il n'a plus l'option, plus la mise à jour. Donc ça, je trouve ça un peu dommage aussi, mais voilà, c'est un peu le problème des technologies. Les appareils photo, c'est pareil, il y a pas beaucoup de gens, enfin... L'idée du photographe, c'est qu'il a un appareil photo... dit voilà, il prend des photos, c'est pas cher et tout, sauf que l'appareil coûte très très cher. Moi, il coûte 2000 €, donc c'est un entrée de gamme. Et, il y en a qui coûtent 5000 €, voire plus. Et en fait, ils changent des appareils tous les 3, 4, 5 ans, comme une voiture, parce qu'il y a des obsolescences, il y a des pixels qui commencent, voilà, il y a tout un tas de trucs. Et d'un coup, ça coûte très cher, du coup, à faire des photos. Et par rapport à l'époque où c'était de l'argentique, où l'appareil en lui-même, c'était une pièce mécanique, mais voilà, en plus, l'objectif, il restait à vie, pratiquement, si s'ils n'étaient pas abîmés. Mais voilà, il y avait juste les pellicules à changer. Donc voilà, ça coûte très cher tout ça. Même moi, l'imprimante 3D, voilà, elle est peut-être obsolète un jour.
Donc tout ça, ça coûte cher. Faut voir, enfin, le bon côté, voilà, il faut évaluer les bonnes choses, mais il faut bien partir aussi de quelque chose, quelque part. Il faut bien commencer avec des appareils et puis voir ce qu'il en est. Et si on est content et qu'on veut évoluer là-dessus, effectivement, on peut prendre de la haute gamme, quoi, évidemment. Hein. C'est en fonction des projets, quoi. Alors, quand tu dis 2000 € entrée de gamme, j'ai vu des entrées de gamme à bien moins cher que ça. Tu t'es quand même fait un joli plaisir, là. Oui, en fait, c'est un Fujifilm. Et, j'aime bien ce Fujifilm. C'est une nouvelle marque que j'ai découvert. Et c'est vrai que les objectifs, ils sont de bonne qualité. Il y a le réglage enfin, il y a les réglages basiques qui sont dessus. Et moi, ça me va très bien. Et ouais, je voulais quelque chose de... Pas trop, mais voilà, quelque chose de... Enfin, quand même de professionnel, voilà, je voulais pas... Alors, c'est sûr que moi, avec mon iPhone 14, je fais de très belles photos. Après, j'ai pas de zoom, j'ai pas non plus de macro, j'ai absolument rien. Donc, enfin, j'utilise très bien aussi les deux, hein, donc c'est pour dire aussi quelque part. Il y a des outils parfois qu'on a du commerce, mais bon, qui quand même coûtent cher maintenant. Hein, les iPhones, ça coûte cher. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi un outil quand même, hein, voilà. Et je te parle aussi d'un outil que tu connais bien, c'est de l'intelligence artificielle. C'est un outil qui est gratuit, que moi j'utilise aussi sur des trucs, sur plus pour la rédaction de texte, parce que là c'est un peu un truc, on va partir d'autre chose, mais c'est vrai que quand je crée quelque chose, j'ai l'hémisphère droit qui travaille pour l'émotionnel, tout ça, la créativité. Et quand il commence à écrire du texte pour justement valoriser ce que je vais décrire, c'est l'autre hémisphère qui est là, mais il est plus là, hein. Lui il est fatigué, il est plus connecté, donc il faut reconnecter tout ça à la machine, donc parfois c'est long. Et voilà, donc c'est pour ça que l'AI parfois permet d'avoir certains outils rédactionnels. J'ai fait une image il n'y a pas longtemps sur LinkedIn aussi, sur une image qui utilise de l'illusion d'optique justement sur le conflit qu'il y a à Gaza, et j'ai utilisé un petit Palestinien qui donne un gros cœur sur la petite Israélienne, et en fait c'est une image que j'ai bleutée. Et sauf que le rouge, le cœur qui est en rouge, en fait, il n'est pas rouge, il est gris. Et en fait, tout le monde croit qu'il est rouge. Donc ça, c'est génial. Donc voilà, j'ai été obligé de faire ça avec l'AI, parce que si je le faisais à la main, ça me prendrait des plombs. Mais bon, c'était pour montrer l'idée de l'illusion, et voilà, qu'il y a un petit côté aussi politique, tout ça pour un côté de la paix dans le monde, quoi, voilà. Effectivement, ce côté de l'intelligence artificielle, oui, je suis pour ce côté-là, dans le sens où l'outil doit être maîtrisé. J'utilise cet outil-là notamment pour me permettre de gérer le podcast, spécialement sur les interviews et aussi, alors sur quoi d'autre ? Sur les visuels que j'ai créés pour le podcast. Très bien. C'est pratique quand ça va là-dedans, quand... ouais, c'est ça. À mon avis, sortir de ça devient complexe et on rentre dans des questions éthiques. Là, je me pose pas trop de questions éthiques à ce sujet-là. Oui, non, voilà, quand c'est personnel, il n'y a pas de souci. Alors moi, je crée des logos, tu vois, donc par contre, là, les logos, c'est typiquement la création pure, quoi. Je peux pas me permettre de mettre l'AI, parce que l'AI va rentrer dedans, ça va être tellement surfait et tout. Alors bon, c'est vrai que je maîtrise pas non plus tous les outils, mais c'est quelque chose que je mets vraiment de côté. C'est vrai que du coup, c'est des choses qui se voient, et enfin bon, voilà. Pour l'instant, ça se voit quand même, une certaine différence. Après, dans le futur, peut-être ça se verra plus du tout, parce que voilà, mais pour l'instant, ça reste comme ça. Ouais. Alors, pour moi, la création artistique pure, quand tu fais un logo pour un client et que tu vas exploiter l'intelligence artificielle, alors tu dis bien que tu le fais pas, et à mon sens, c'est une bonne chose, dans la mesure où ce qui rentre dans l'intelligence artificielle est diffusé mondialement. Tu n'as pas de propriété intellectuelle sur ce que tu fais avec l'IA. Et c'est impossible. Or, le logo que tu vas vendre, tu le vends à quelqu'un qui va pas vouloir le voir retrouver bidouillé dans une création de quelqu'un d'autre, parce que l'IA peut l'utiliser. Donc à mon sens, c'est très intelligent de ne pas le faire dans ce sens-là. De la même manière, je me permets de créer des interviews parce que, en fait, je m'en fiche que l'IA utilise les textes qu'il fait pour moi dans d'autres choses. Après tout, si ça sert à quelqu'un à ce niveau-là, c'est pas grave. C'est utile, ouais. Si je devais rédiger des textes particuliers mettons, des contrats ou des choses comme ça, je vais surtout pas utiliser l'intelligence artificielle. Oui. Je vais aller chercher... Peut-être, je l'utiliserai pour chercher les textes de loi. Mais après, je vais devoir vérifier de toute façon. Donc, oui, c'est clair, ouais. Tu peux pas lui faire confiance à 100% au bidule, là. Ah non, moi je fais toujours de double vérification, ça c'est sûr. Ouais. Moi j'aime beaucoup cette discussion sur la technologie avec toi, c'est une partie qui est vachement intéressante. Est-ce que tu as des craintes quant à l'impact de la technologie sur la créativité ?
À part l'AI, je pense que non, en fait, parce que bon, les outils pour dessiner, les outils pour ci, pour ça, bon, pour l'instant, si on maîtrise et qu'on a une intention réelle de faire quelque chose avec tes propres idées, l'outil, ben, il est là pour nous aider justement, hein, pour mettre en place ça. Après, moi, je pense que c'est plutôt l'AI qui risque de justement prendre le pas dessus, parce qu'il peut faire des choses bien plus jolies que nous, on peut faire aussi, hein, faut l'admettre. Et donc, ça, c'est un peu ma crainte pour le futur, en fait. Mais de là, par exemple, là, je fais des impressions 3D. Pour l'instant, je ne vais pas remplacer non plus une usine qui peut me faire ça en grande série, quoi. Voilà. Je veux dire, je pourrais faire des petites séries, certes, mais je ne pourrais pas faire des grandes séries, donc je ne pourrais pas non plus être en concurrence avec d'autres entreprises qui, un jour, pourraient risquer de couler, par exemple, parce qu'effectivement, tout le monde a une imprimante chez soi, justement, pour faire des pièces, et que ces entreprises-là qui créent des pièces pourront plus vivre. Mais bon, voilà, on en est encore loin, et puis il faut maîtriser beaucoup de choses, quoi. Oui, oui, l'impression 3D, il y a pas mal de paramètres à gérer, c'est un truc qui m'intéresse aussi. J'entends ça, alors la créativité avec l'IA et la crainte en fait de ça, bon, à mon sens, oui, je sais pas bien, c'est vrai, c'est très joli hein, ce que fait l'IA, mais par exemple dans mon domaine en architecture ou en archi-intérieur, ce que fait l'IA, c'est tout simplement régulièrement pas constructible ou pas réaliste. Donc voilà, pour moi, je suis pas très inquiet. Alors les images sont magnifiques, on est d'accord. Tu vois les projets, tu fais oh c'est trop beau. Ah oui tiens, c'est fait en IA. Et comment il fait pour porter ça? Comment il fait pour tenir ça? Comment voilà, il y a plein de. Ça viendra à mon avis dans quelques temps. L'IA aussi concurrencera les architectes d'intérieur et les designers parce qu'elle saura faire des produits constructibles. Mais pour l'instant, elle sait pas. Non, c'est ça, très vrai. Les projets vont changer. Oui, non, mais les métiers vont changer. À partir du moment où tu as une IA qui peut t'aider à développer tes trucs, il y aura ceux qui l'utilisent et ceux qui ne l'utilisent pas. Et ceux qui ne l'utilisent pas passeront pour des dinosaures. Et au début, ceux qui l'utilisent seront critiqués. Parce que, salaud, il fait ça, c'est vachement plus facile que moi qui passe 15 heures sur l'ordinateur. Alors qu'avant, on en passait 100 pour le même truc à la planche à dessin. C'est ça, très juste, ouais. Et maintenant, toi, tu utilises ça, est-ce que je mets en 15 heures, tu le fais en 15 minutes? Bah ouais, mais en fait, c'est juste une évolution. Et il y a ceux qui surferont sur cette vague et ceux qui ne la prendront pas. Très juste, ouais. J'espère que je serai assez vieux pour ne plus avoir besoin de prendre cette vague et que je la regarderai. Ah ben moi c'est pareil, hein. Je pense qu'on a un peu de temps, mais on ne sait pas quand ça va arriver du coup, hein, c'est ça. Ouais, sincèrement ça va tellement vite, ça fait des phrases de vieux schnock, sérieux. Ouais, ça va tellement vite, tout bouge trop vite, gna gna gna. Mais non, il faut laisser, ce sera pas pour nous, ce sera pour les générations à venir. Ouais, c'est ça. Alors, on a parlé beaucoup de créativité, beaucoup de design, pas beaucoup de photos. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de la photo? Qu'est-ce qui te branche dans la photo? Et qu'est-ce qui fait que tu t'es orienté sur la photo alors que tu as cette partie design? En fait, je pense que c'est aussi un lien avec l'art que je commence à aussi développer maintenant. C'est tout simplement pour le beau de l'esthétique, tout simplement, en fait. Hein. Donc, et quand on a développé un œil artistique pour toute cette compétence-là, en fait, on peut l'avoir pour tout. Et donc, la photographie fait partie de ça. Donc, du coup, comme c'est un objet qu'on avait dans les mains, quand on est en mariage, tout ça, forcément, tout le monde a un appareil photo. Et je trouve que c'est un très bel exercice, justement, de développer sa créativité avec un appareil photo, justement, et de prendre des photos. Donc, moi, c'était un peu le cas. Un peu par moment, par contrainte, parce que quand on m'a dit, tiens, fais-nous les photos de mariage, donc je les ai faites. Donc, c'est quand même du sport, hein, c'est pas non plus quelque chose de très facile. Mais moi, voilà, le but, c'est de faire plaisir aux gens. C'est un peu ça aussi le design. C'est voilà, que les gens, quand ils voient leurs produits, quand ils voient leurs photos, ils disent ah ouais, ça c'est bien ça. Voilà, ils disent que il y a une originalité, il y a quelque chose de beau, et ils sont sensibles à mon travail. Et c'est un travail d'art. Donc finalement, la photo, c'est aussi ça. Donc c'est vrai que comme je voyais beaucoup aussi, donc voilà, il y a des choses dans la rue. Tout un sujet pour moi. Hein. Pardon. Ces photographes qui avaient trop rien dans la main et qui faisaient des choses formidables, avec justement des choses quotidiennes de la vie, moi je trouve ça formidable. Donc c'est vrai que moi, un côté obscur dans une rue, pour moi c'est un sujet incroyable. Donc, ou même voilà, il y a plein de choses. Moi, un nuage dans le ciel qui ressemble à un mouton, moi je suis content. Voilà, il y a plein de choses comme ça. D'ailleurs, j'ai 2 photos comme ça que j'ai eu une nomination. Donc je pense que c'est intéressant de développer cette créativité-là, rien que par l'observation en fait.
Absolument. Quand, quand des pairs reconnaissent tes photos, c'est qu'il y a quelque chose derrière à creuser. Voilà, mais après, voilà, comme moi, je suis pas. Alors, moi, la photographie, moi, l'appareil photo, c'est un moyen pour prendre des photos. Moi, je suis pas non plus un hyper passionné ou hyper technique. Moi, je fais en fonction de faire mes réglages pour que la photo soit belle. Voilà, je vais pas chercher plus loin. Moi, j'aime bien la technicité, mais c'est vrai que je me plonge pas dans tout ça. En fait, pour moi, l'impression 3D, c'est pareil. Elle fait une fonction. Si je veux plus de détails, je me creuserai la tête plus tard. Mais pour l'instant, elle fait ce que je lui demande, donc c'est déjà pas mal. S'il y a des problèmes, bah, j'apprendrai. Mais voilà, la photo, c'est pareil. Moi, je sais l'objectif que je veux, la focale, le temps d'exposition, tout ça. Mais je vais pas non plus chercher dans les détails. Si la photo me plaît comme ça, c'est déjà pas mal. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas non plus un hyper professionnalisme. D'ailleurs, mes photos, là, c'est une partie de mon travail, mais surtout, je travaille l'image, en fait. Donc, voilà, à partir de photos. Donc, je fais des images créatives. Donc, j'utilise la 3D sur un sujet. Donc, j'utilise la 3D que j'intègre dans une image. Par exemple, ça, c'est un thème que j'ai développé avec des prismes en 3D, en 3D numérique, hein, pas des vrais 3D. Et donc voilà, il y a plein de sujets comme ça que je développe et j'aime bien ce jeu en fait justement d'illusion, de vision un peu déformée, qui donne un autre aspect à la photo, un autre aspect de la vision du sujet quoi. Ça, j'adore ça. Et d'où l'art que je suis en train de faire aussi. Je fais des tableaux actuellement sur des jeux de mots en fait, tout ça, sur la perception, l'illusion. Voilà, c'est des choses qui sont très intéressantes et tout ça, ça vient de la créativité en fait, parce que voilà, c'est tout un domaine qu'il faut explorer. Et dans l'illusion, il y a beaucoup de choses aussi créatives là-dessus. Hein. Il y a déjà mon fils, mon dernier, il a appris des tours de magie justement pendant le Covid, donc il a été très fort là-dessus. Il a fait des démonstrations, il a fait des petits spectacles, et je trouve ça c'est génial, parce que du coup ça m'a un peu inspiré aussi sur le côté illusoire des choses en fait. Alors qu'il y a, voilà, c'est des jeux de mots, enfin des jeux de passe-passe, et moi je trouve ça excellent. Voilà. Donc du coup, voilà, plus on a d'activité dans sa vie, et plus on a de la créativité en fait. Je suis entièrement d'accord et les voyages aussi aident beaucoup dans ce domaine-là. Tu dis que tu voyages beaucoup, ça représente quoi dans une année pour toi les voyages? Combien de temps? Ouais, je voyage deux, trois fois par an, mais voilà, j'ai beaucoup voyagé avant quand j'étais technicien, mais voilà, j'ai fait aussi des pays comme l'Inde, le Mexique, là, l'Europe, mais voilà, là, on va peut-être partir au Vietnam. D'ailleurs, on va partir au Vietnam avec mon épouse qui est vietnamienne pour ce mois de décembre. Mhm. Donc là, ça va être une très belle découverte pour mes enfants parce que voilà, ils vont comprendre ce que c'est que leur pays d'origine aussi, quelque part, même s'ils sont nés en France. Et voilà, c'est une richesse culturelle déjà qu'il faut apprendre, mais c'est un monde. On ne cherche pas la richesse financière, on recherche la richesse culturelle qui est hyper importante, quoi. C'est la seule chose qui reste à tous les humains sur Terre, c'est la richesse d'apprendre la culture des autres, pourquoi ils sont comme ci, voilà, pourquoi ils parlent comme ça. Moi, je trouve ça excellent. Enfin, je trouve ça une matière à apprendre. Donc, du coup, on est quelque part des humanistes, hein, parce que d'ailleurs, moi, mon travail maintenant se porte un peu sur le côté humanisme. C'est-à-dire que voilà, il faut. C'est transmettre la paix dans le monde par rapport à notre état d'esprit, notre façon d'être, voilà, par rapport aux autres, sans forcément être religieux. Hein. Je pense que moi, je suis de confession catholique, mais sans être pratiquant. J'étais quand même enfant de cœur, mais je veux dire, voilà, j'ai des valeurs et quelle que soit la religion de la personne en face, j'apprendrai ces valeurs aussi. Donc voilà, c'est un ensemble de tout ça qui fait que l'ouverture, grâce au voyage aussi, ça permet d'être quelqu'un de plus humain, je pense. Ouais. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup entendre ça. Parce que c'est des chouettes messages en fait que t'envoies et qui sont très intéressants. On arrive au bout, j'arrive aux questions bonus et est-ce que t'as une anecdote marrante ou inspirante à partager par rapport à ton parcours? Enfin, j'ai tellement de choses que je n'ai pas vraiment une en tête, pour te cacher, mais non, j'ai pas vraiment quelque chose en tête. J'ai tellement vécu tellement de choses que enfin, toute ma vie est amusante, mais surtout, là, je m'amuse beaucoup. C'est quand je suis en déplacement, effectivement, que je suis avec des Indiens. Et voilà, bon, ça n'a rien à voir avec la créativité, mais finalement, c'est un rapport avec les humains. Quand on leur demande de poser une question et qu'ils vous secouent la tête comme ça, droite à gauche, du coup, on ne sait pas si ça veut dire oui ou non, en fait. Hein, donc, du coup, on est un peu dans l'embarras parce que moi, je devais j'étais en train et je devais descendre à un arrêt de train justement pour prendre mon avion à New Delhi.
Et je sais pas, avec tous les retards et tout ça, je sais pas où c'était l'arrêt. Donc du coup, j'ai demandé à un Indien qui était dehors, avec moi, j'étais avec mes bagages, prêt à sortir. Je sais pas si c'était là ou pas. Et je lui demande alors, est-ce que l'arrêt est ici? Eh ben, il fait ça avec sa tête. Et du coup, je sais pas si c'était oui ou non. Du coup, j'étais un peu énervé. Du coup, je suis quand même sorti. Et du coup, effectivement, c'était le bon arrêt. Mais bon, ça, c'est des choses qui sont à vivre parce que c'est vraiment très amusant. Sur le moment, j'ai vraiment pété un câble parce que j'ai cru que si c'était pas là, ben, j'allais rater mon avion parce qu'il fallait que je reprenne le train et que je me démerde à prendre un taxi, je sais pas quoi. Mais là, c'était extrêmement, voilà, c'est bon. Faut connaître les Indiens aussi, hein, ceux qui le connaissent, ils savent de quoi je parle, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, ouais. Et ça, bon, ben, il faut le savoir, donc c'est fait partie de la connaissance. Je prends, c'est une anecdote. Effectivement, les hochements de tête indiens sont très particuliers, et le non ne ressemble pas à notre non, le oui non plus. Et cette tête qui dodeline de gauche à droite, on sait pas bien si c'est un oui ou un non, et je sais pas vraiment ce qu'ils veulent dire avec ça. Mais oui, j'ai déjà vu ces choses-là, et comme tu dis, c'est amusant quand t'as pas un avion à prendre. C'est ça, très juste. Et un projet dont tu es très fier, le plus fier. Alors ouais, c'est la borne pour une borne de recharge ultra rapide que j'ai faite en 2021 parce que bon, c'était donc Nidec qui est le constructeur qui a été appelé pour NW Group, enfin Bast, voilà, pour faire cette borne. Moi, j'avais donné 4 semaines pour réaliser ça, enfin déjà pour faire l'étude. Donc j'ai fait ça sous Blender, j'ai fait ça sous papier, tout ça. Et au bout de la 3e semaine, le client me dit, voilà, ben, je vois mon client et il faudrait que tu me passes le projet. Voilà. Et ben, j'ai dit, ouais, ok, bon, on va essayer de faire quelque chose de très rapide, du coup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite vidéo sur YouTube en mode privé. J'ai parlé de mon projet, j'ai parlé de mes 3 vidéos, j'ai fait une animation 3D. Justement, ça, c'était intéressant. Et du coup, j'ai passé à mon client qui lui a montré à son client. La semaine d'après, on a eu une visioconférence tous ensemble. Et effectivement, là, ils ont choisi les 3 modèles que j'avais présentés. On est parti sur une petite modification, et hop, il m'a dit, voilà, dans un mois, il faut que ce soit pour l'inauguration avec les ministres, dans un mois, à côté de Rennes. Je dis, ah ouais, quand même, oula. Alors, je peux vous expliquer que c'était mon premier projet industriel, en fait, le plus gros, parce que j'ai déjà travaillé pour Sig Device, j'ai des petits projets comme ça, mais là, c'était un gros projet. Et comme c'était vraiment dans mon domaine, donc du coup là, j'ai fait ça en une semaine et demie, j'ai fait tous les plans que j'ai envoyés tout de suite à mon client qui a transmis après à un taulier qui est dans la région, qui a aussi bien bossé dessus. On a vraiment tous travaillé à fond. Et effectivement, au bout d'un mois, il était effectif. Hein, les 2 bornes étaient en état de marche, faites et fonctionnelles. Après, le truc qui nous a sauvés, c'est que bon, le client final, NW, il a pas pu avoir les autorisations à temps pour pouvoir installer ses bornes justement à côté de Rennes. Et du coup, l'inauguration a été prévue pour octobre. Donc voilà, donc ça c'est un peu sauvé par le gong. Donc, mais par contre, voilà, en bout de 2 mois, on a pu dessiner, faire ça. Donc vraiment, j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. J'ai pas le droit de ça c'est un faire super quelque one chose, shot. de retouche et tout. Voilà, c'était one shot. Ouais. C'était vraiment très très particulier et j'étais très content. Ouais. Par curiosité, étant donné que moi je suis à Rennes, c'était dans quel coin? C'est à Vizy-le-Coquin ou un truc comme ça, ça dit quelque chose, non? J'ai peut-être mal prononcé, je pense. Vézin-le-Coquet, et pas Voilà. Vézin-le-Coquin. Je vais le garder, ça aussi. Excellent. Ça va faire marrer les Rennais, j'imagine. Ok, Ah, j'imagine, ouais. c'est Vézin-le-Coquet. Ouais, c'est ça, voilà. Et on dit Vezin ici. D'accord. En plus, voilà, donc j'étais c'est à fou, côté. là. Non, c'est pas Non, tout mais faux. voilà, c'était bien, ouais, c'était une super expérience parce que le jour de l'inauguration, justement, il y avait tous les ministres, il y a le ministre Barbara Pompili, je sais, Borloo, et surtout il y avait Bertrand Picard que j'ai pu discuter avec lui, là, tu sais, le scientifique. Et donc là, c'était vraiment une super journée, j'ai pu m'inspirer. Bon, bah là, du coup, c'est des personnes qui sont inspirantes aussi, quelque part. Quand on les rencontre, c'est encore mieux, hein, finalement. Donc ça, c'était une bonne chose et une belle journée, ouais. Wow, c'est super. Bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé ça. On va pouvoir en rester là-dessus sur cette anecdote sympa qui se passe à Rennes. Je te laisse le mot de la fin. Tu nous fais une citation sur la créativité ou un truc du genre et on se dit au revoir et après on se reprend. Eh ben écoute, moi j'en ai une. Vas-y. C'est une petite citation chinoise qui dit que celui qui peut voir le reflet dans l'eau peut aussi voir le poisson dans l'arbre. Voilà, c'est tout simple. Oh, j'aime bien ça. Je connaissais pas. C'est ça. Ouais. Ils sont forts ces Chinois, ouais, mais je les adore. Ouais, très bonne citation, ouais. Oui, j'aime beaucoup. Elle me reflète bien, ceci, ouais, très bien.
Merci beaucoup pour le temps que vous venez de consacrer à cet épisode. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le réaliser. Et si vous voulez continuer l'aventure avec nous, vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, j'avais oublié de vous le dire en intro. Très bonne journée, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.